Certains le surnommèrent le Hollandais fou. Il s'appelait Vincent van Gogh. Il fut baptisé Coquet le Maori ou alors le Sauvage. Son nom, c'était Paul Gauguin. Dès le premier regard porté sur une toile, la paternité de l'œuvre est évidente. À Van Gogh, les tournesols, et à Gauguin, les Vainés. Deux frères terribles des beaux-arts, aujourd'hui vénérés quasiment comme des dieux. Deux superstars du marché de l'art. Ce style inimitable, un style propre à chacun, les deux peintres mythiques l'ont affirmé ensemble dans le beau pays d'Arles. 2 mois de cohabitation qui donnèrent une des intrigues les plus épineuses et les plus passionnelles de l'histoire de la peinture. Juste 2 mois qui ont fait basculer l'histoire de l'art. 2 petits mois qui ont permis de tourner définitivement la page de l'impressionnisme et qui ont ouvert la voie de l'art moderne. 60 jours sous le soleil du midi et dans le souffle du Mistral, durant lesquels les 2 monstres qui n'étaient pas encore sacrés se sont jaugés, aimés, affrontés, déchirés. Il y a eu comme une sorte de bras de fer pictural entre les deux. Ça, c'est certain. On ne peut pas nier ce conflit. Effectivement, il y a une dimension d'émulation profonde, mais avec un conflit dont Gauguin parlera comme un conflit électrique. Cette période, c'est vraiment l'une des épisodes les plus hauts en couleur sur le plan artistique et personnel de l'art de la fin du 19e siècle. C'est vraiment une histoire à la fois pathétique et fascinante. C'est l'histoire d'un duel entre 2 géants de la peinture. Un duel ponctué de violence et de sang, mais aussi de nombreuses et intenses créations. C'est à Paris, à Montmartre, le quartier des peintres en cette fin du 19e siècle, que commence leur histoire commune. Van Gogh y vit depuis 4 ans, soutenu par son frère Théo, marchand d'art, et Gauguin s'y installe après une série de voyages exotiques au Panama et à la Martinique. Vincent et Gauguin se sont rencontrés assez furtivement à la fin de l'année 1887 lors d'une exposition qui a eu lieu au Grand Bouillon, avenue de Clichy. Et quand Vincent l'a vu, il lui a parlé de ses toiles de la Martinique en des termes très enthousiastes. Et Vincent lui propose un échange de tableaux, comme ça se faisait entre peintres japonais. Vincent a donné à Gauguin 2 tableaux de soleil fané, dans un style assez pointilliste, et Gauguin lui a donné un tableau de la Martinique. Pourquoi 2 pour 1? Ça, on peut toujours s'interroger. En tout cas, il accepte l'échange de 2 pour 1. La rencontre de Vincent van Gogh et Gauguin, elle n'est pas très importante pour Gauguin. À ce moment-là, Vincent est le frère de son marchand. Et quant à la peinture de Vincent, les premiers qualificatifs qu'il donne, c'est celle d'une peinture intéressante, mais qui n'est pas celle d'un grand peintre. Avant même que ne commence le combat, 2 toiles portent en elles tout ce qui va se jouer durant le huis clos à Arles.
deux œuvres que Gauguin et Van Gogh s'échangent à nouveau, en gage d'amitié, deux autoportraits. Van Gogh a envoyé un autoportrait très doux d'un adorateur du Bouddha éternel, d'un bonze très gentil. On parle de bonze, mais on pourrait parler de prisonnier. Voilà, on a presque l'impression d'un prisonnier de la peinture et qui lui envoie finalement ce message « Vous êtes mon maître et en même temps, j'attends beaucoup de vous ». La réponse de Gauguin au portrait en bonze de Van Gogh certainement traduit l'inquiétude de Gauguin. Il a l'œil torve, extrêmement méfiant, et même si c'est une référence aux Misérables et à Jean Valjean, c'est pas rien quand même, et c'est une façon de dire « je viens, mais attention, on fera pas ce qu'on veut de moi ». Tu m'as voulu, tu vas m'avoir. Envoyer ça à Van Gogh signifiait certainement quelque chose. Voilà, je suis là et je suis prêt à tailler à coups de massue, comme il le lui avait écrit dans une autre lettre. Et il y a une agressivité dans cet autoportrait qui est folle. Durant l'hiver 1887, Van Gogh prend conscience qu'il ne supporte plus Paris, ni la vie parisienne. Les relations sont tendues avec son frère Théo qui l'héberge chez lui. Il faut dire que Vincent est devenu invivable. Survolté par sa peinture, il multiplie les esclandres et il s'adonne sans mesure à la boisson. Il est grand temps pour lui de découvrir d'autres horizons et il a dans l'idée de partir sur les traces de Monticelli, un peintre marseillais qu'il admire. Le 20 février 1888, après 15 heures de train, Vincent débarque à Arles sans que l'on sache vraiment pourquoi il y arrête sa course. La ville est enfouie sous la neige, il n'y connaît personne. Quand Vincent arrive à Arles, il est plutôt dans une forme de mal-être. Il parle d'ailleurs d'exil. Et il arrive dans une solitude un peu comme un ascète, presque un anachorète placé dans ce milieu d'Arles, avec une population qui lui est relativement hostile, en tout cas extrêmement méfiante. Et donc, il le dit lui-même, il peut passer des jours sans parler, si ce n'est pour demander un café ou une absinthe. La végétation n'a pas encore eu le temps d'envoyer la moindre vapeur d'eau dans l'air, et le peu qu'il y a est balayé par le Mistral. Les arbres sont nus et ils sont vif argent d'un côté, complètement noir côté ombre, et ces contrastes aussi forts donnent à Vincent Van Gogh l'impression qu'il se trouve dans le monde de la peinture japonaise, où tout est clair, net, tranché, avec des aplats de couleurs, et il va commencer avec la grande campagne des vergers, où il va peindre les arbres fruitiers en fleurs, comme dans la peinture japonaise. Lors de son séjour à Paris, Vincent a étudié les estampes japonaises et il les a même collectionnées avec passion. Aurait-il trouvé à Arles son Japon rêvé? Dès le lendemain de son arrivée, il écrit à son frère Théo. J'ai aperçu de magnifiques terrains rouges plantés de vignes, avec des fonds de montagne du plus fin lilas. Et les paysages sous la neige, avec les cimes blanches contre un ciel aussi lumineux que la neige, étaient bien comme les paysages d'hiver qu'ont fait les Japonais. Van Gogh n'est à Arles que depuis une dizaine de jours quand il reçoit un courrier de Paul Gauguin.
un courrier venu de Bretagne. Mon cher Vincent, je suis parti pour travailler en Bretagne. Toujours la rage de peindre, et j'avais bon espoir d'avoir les fonds pour cela. Le peu que j'ai vendu a servi à payer les quelques dettes criardes, et dans un mois, je vais me trouver sans rien. Zéro. C'est une force négative. Je ne veux pas presser votre frère, mais un petit mot de vous à ce sujet me tranquilliserait, ou du moins me ferait patienter. Mon Dieu, que les questions d'argent sont terribles pour un artiste. Il appelle les frères Van Gogh à son secours. Vincent se bat comme un beau diable pour le secourir. Il écrit à Russell, un peintre anglais, pour qu'il achète un tableau de Gauguin. Il essaie par tous les moyens de l'aider. Et puis il a cette idée, qui est celle de faire venir Gauguin à Arles. Parce que son rêve, c'est effectivement d'être avec d'autres et de partager avec d'autres une révolution de la peinture. Si Gauguin n'attend qu'un secours financier de son marchand Théo Van Gogh, Vincent, lui, espère convaincre Gauguin de le rejoindre en Provence. Il rêve depuis longtemps de fonder une colonie d'artistes, son atelier du Midi. Il imagine alors un accord financier que Gauguin ne pourra refuser, et il sait trouver les mots justes pour convaincre Théo de financer son projet. Tu sais que cela m'a toujours semblé idiot que les peintres vivent seuls. On perd toujours quand on est isolé. Enfin, c'est en réponse à ton désir de le tirer de là. Tu ne peux pas lui envoyer de quoi vivre en Bretagne et à moi de quoi vivre en Provence. Mais tu peux trouver bon qu'on partage et fixer une somme de, disons, 250 par mois, si chaque mois, en outre et en dehors de mon travail, tu es un Gauguin. La proposition faite par Théo, il la vit assez mal. Il pense même qu'il y a une espèce d'association de malfaiteurs entre Théo et Vincent pour le faire venir dans ce traquenard, on peut dire. Ce qui intéresse Gauguin, c'est Théo Van Gogh. Ce n'est pas Vincent Van Gogh. Mais il va enfin se décider à y aller parce qu'après tout, Théo lui assure le logement, la nourriture et la possibilité de peindre. Empressé, excité, exalté par l'arrivée de Gauguin, qu'il suppose imminente, Vincent loue une maison place Lamartine, dans le quartier de la Cavalerie, la fameuse Maison Jaune. Il ignore encore que Gauguin vient d'engager le combat en lui portant un premier coup. Il va se faire désirer pendant plus de 4 mois. L'attente de Van Gogh est un moment douloureux, certes, d'impatience, et en même temps un moment très productif. C'est pas du tout négatif ce qui se passe. À la fois, il est en train de préparer la venue de Gauguin, il prépare sa chambre, il peint des tournesols, voilà, il installe quelque chose, un cadre idyllique, comme s'il accueillait sa bien-aimée finalement. Et puis en même temps, il est dans une recherche de la lumière. Et ce moment est déjà une introduction au dialogue avec Gauguin, puisqu'il va travailler cette lumière, il va travailler son jaune de façon très intense, et il va être vraiment dans cette recherche. Au premier jour de juin 1888, Vincent découvre la Méditerranée aux Saintes-Maries de la Mer. Il s'enivre de couleurs et de lumière. Maintenant que j'ai vu la mer ici, je ressens tout à fait l'importance qu'il y a de rester dans le Midi et de sentir qu'il faut encore routrer la couleur davantage. Après le passage aux Saintes-Maries, il va comprendre que pour donner au jaune des blés ou des maisons le maximum d'intensité et de puissance, il fallait mettre au-dessus un ciel qui soit en bleu de cobalt pur, comme si c'était un ciel de nuit.
Et quand on voit le tableau La Maison jaune, par exemple, on voit ce contraste très violent. Alors c'est midi et pourtant c'est un ciel de nuit qui est au-dessus. Et c'est cela, outrer la couleur. C'est pousser les contrastes entre les couleurs à leur maximum possible. Et peut-être trouver la lumière dans les ténèbres, qui est vraiment sa question à lui. On pourrait dire entre un soleil noir et un soleil jaune, hein, sortir de sa mélancolie en trouvant cette voie de la lumière et cette voie de la couleur. C'est pour ça qu'il est rentré dans ce jaune intense, cette haute note jaune, comme il dit. Si Van Gogh est plongé dans ses découvertes, Gauguin de son côté n'est pas en reste à Pont-Aven. Lui aussi trace sa voie. Avec le jeune peintre Émile Bernard, qui l'a rejoint en Bretagne, ils établissent les codes d'une nouvelle esthétique. Les formes sont simples, la gamme de couleurs est restreinte. Ils s'inspirent peu ou prou de la nature, de scènes qu'ils ont observées, mais suppriment délibérément de leurs toiles peintes en atelier tous les éléments qu'ils n'ont pas pu garder en mémoire. Cette nouvelle esthétique, Émile Bernard et Paul Gauguin la baptisent le synthétisme, mais c'est à Gauguin seul que reviennent les lauriers. Il met au point ce qui va être son style enfin définitif à 40 ans. Après des années et des années et des années de recherche, dans une forme d'impressionnisme inspiré de Pissarro, qui avait été son maître, et qui était honnête, mais qui ne valait pas les grands impressionnistes, que ce soit Monet, Renoir ou Pissarro lui-même. Il est en ce moment plutôt dans un mouvement où il est le maître à Pont-Aven d'un certain nombre de jeunes peintres qui l'amènent à ce travail de la couleur, de la forme autour de ce qu'on appelle le primitivisme à l'époque. Et il a plutôt cette volonté finalement d'être un maître là où il maîtrise les choses. Ce nouveau style, son synthétisme, avec sa peinture plate, ses couleurs unies et ses formes cernées, Gauguin le magnifie dans l'une de ses plus célèbres toiles, La Vision du Sermon. La Vision du Sermon, c'est la première fois qu'il ose se départir de la réalité à tel point qu'il se sert de couleurs qui ne sont pas du tout réalistes. Il le fait exprès pour évoquer l'idée de l'au-delà. Et pour lui, c'est le rouge qui indique que c'est un tableau spirituel. Gauguin a conscience qu'il est dans un moment clé de sa carrière de peintre. Et il ne se presse pas de quitter Pont-Aven, sans se douter ni se soucier de ce qu'il fait endurer à Van Gogh. Vincent l'attend, et plus il l'attend, plus et il se détruit lui-même dans cette attente. Il y a des lettres terribles où il devient presque servile dans son admiration de Gauguin. Il voit Gauguin comme un demi-dieu qui va arriver et lui a des conceptions mauvaises, une facture mauvaise, etc., etc. J'ai toujours des appétits grossiers de bête. J'oublie tout pour la beauté extérieure des choses que je ne sais pas rendre car je la rends laide dans mon tableau et grossière, alors que la nature me semble parfaite. Il se met en dessous de lui, mais nettement, et dans un rapport psychologique de maître à esclave. Dans cette lettre écrite à Gauguin, avec effectivement le sentiment d'être « je ne suis rien par rapport à vous », faut être extrêmement méfiant par rapport à ce genre de choses.
Il y a derrière une énorme attente, mais pas l'attente d'être juste l'élève de Gauguin, c'est vraiment l'attente de la confrontation avec lui. Puis le 23 octobre 1888, tel le Messie, Gauguin arrive enfin à Arles. Après l'avoir tant attendu, Vincent est euphorique. Il l'entraîne dans la maison jaune découvrir la chambre qu'il a décorée pour lui. Au mur, des tournesols. Gauguin est médusé, ébahi, sous le choc. Gauguin adorait ce tableau des tournesols jaunes parce qu'ils sont jaunes, sur fond jaune, dans un vase jaune, sur une nappe jaune. Il n'y a plus que du jaune. Le jaune, qui est la couleur de l'amour, on le sait pour lui, a envahi tout le tableau. Et quand il l'a vu pour la première fois, Gauguin a dit, c'est même plus les tournesols, c'est la fleur. Les deux peintres sont donc maintenant réunis et le combat ne va pas tarder. Dès le lendemain de l'arrivée de Gauguin, Vincent, porté par l'enthousiasme et par l'excitation de peindre à ses côtés, l'entraîne aux Aliscamps, une nécropole romaine qu'on surnomme les Champs-Élysées d'Arles. Quand Gauguin arrive, Van Gogh a le souci de l'amener dans des lieux dont il pense qu'il sera à la hauteur de ce qu'il peut offrir à un maître. Ça devient le terrain d'un combat, mais d'un combat à fleur et moucheté, on peut dire. C'est pas un combat violent du tout. Dans l'esprit de Van Gogh, c'est vraiment une volonté de partage et une attente très forte. La palette de Gauguin et celle de Vincent sont en fait très proches parce que tous deux prônent une couleur suggestive, c'est-à-dire subjective, qui leur vient de l'intérieur et non pas une couleur proche de la réalité physique. Et il s'agit d'exprimer les sentiments pour Vincent et l'intériorité de l'âme pour Gauguin par cette couleur arbitraire. Dans les toiles de Gauguin, il y a un chatoiement qui est recherché délibérément pour ne pas heurter, comme le fait Van Gogh avec ses complémentaires extrêmement violentes, hein, violet, jaune, etc., comme des coups de cymbales incessants. Et pour Gauguin, c'est plutôt une sourdine. Et le conflit entre les deux va venir de là, parce que la peinture de l'un comme de l'autre n'obéit pas au même projet. De surcroît, durant cette semaine passée à travailler sur le motif aux Aliscamps, c'est un véritable marathon de peinture que Vincent impose à son ami. Gauguin a un rythme de création qui n'est pas du tout le même que Van Gogh. Quand lui commence à peine à esquisser 2 toiles sur une semaine, l'autre en a déjà fait 4. C'est une locomotive à peindre. Pourquoi va-t-il si vite? C'est parce qu'il a utilisé les trouvailles qu'il avait faites dans le dessin, trouvailles graphiques, qu'il a transposées en peinture. Quand on voit les dessins de Van Gogh, c'est frappant. Il montre la vibration des lignes de force d'un paysage par des suggestions
de traits séparés et discontinus. Et ensuite, il va insérer tout ça dans sa peinture. C'est la fusion entre les conquêtes graphiques faites en Hollande et la peinture et la couleur impressionniste à laquelle il va donner un lustre exceptionnel à Arles. Déstabilisé par la cadence de production de Vincent, Gauguin l'est aussi par son mode de vie. Lui qui a passé plus de 6 années dans la marine, où il s'est engagé à l'âge de 17 ans, il ne comprend pas la désorganisation de Van Gogh. Dès son arrivée, Gauguin note effectivement un grand désordre. Et il trouve le chaos dans la maison. La boîte à peinture regorge de tubes qui ne sont pas rebouchés ou rebouchés de travers. Alors, vous imaginez, pour quelqu'un de bien rangé. Et puis, les finances sont dans le même désordre. Donc, pour Gauguin, déjà, cette impression est détestable. Ensuite, Gauguin n'aime pas Arles. Il trouve que c'est plat, que les gens ne sont pas sympathiques, voilà. Et puis, il a un a priori négatif. Et cet a priori négatif est celui aussi d'avoir été forcé, finalement, dans sa venue. Je suis à Arles tout dépaysé, tellement je trouve tout petit, mesquin, le paysage et les gens. Vincent et moi, nous sommes bien peu d'accord en général, surtout en peinture. Il admire Daumier, Daubigny, Ziem et le grand Rousseau. Tous gens que je ne peux pas sentir. Et par contre, il déteste Ingres, Raphaël, Degas, tous gens que j'admire. Moi, je réponds, brigadier, vous avez raison, pour avoir la tranquillité. Est-ce qu'on peut dire que Gauguin déteste Van Gogh? Je crois que c'est vraiment la question de ces 2 mois passés à Arles. Il déteste le terrain sur lequel le place Van Gogh, certainement. Et probablement, il déteste le rythme, l'excitation, la tension de Van Gogh. Il va d'ailleurs l'amener à des beuveries importantes d'absinthe. Soit dit en passant, d'ailleurs, ces beuveries amènent quelque chose de particulier. Ils travaillent tous les deux sur la couleur. Et on sait que l'absinthe à dose forte provoque ce qu'on appelle des dyschromatopsies, c'est-à-dire modifie la perception des couleurs, comme le font certaines drogues. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les deux se sont alcoolisés pendant cette période d'Arles, et à quel point ils ont travaillé de cette façon sur la couleur, les deux, à la fois Van Gogh sur cette haute note jaune, sur cette recherche autour des tournesols, et puis Gauguin qui aussi éclaire sa palette quand il est avec Van Gogh. Deux semaines après lui avoir imposé son rythme infernal de travail, Van Gogh pousse Gauguin à s'intéresser à un nouveau type de sujet pour lui obsessionnel, le portrait. Après les Aliscamps, Vincent incite Gauguin à peindre la patronne du café où ils allaient souvent boire des absinthes en général, qui s'appelait Madame Ginoux. Quand Van Gogh entraîne Gauguin sur ce terrain du portrait, qui n'est pas du tout le favori de Gauguin, Gauguin s'y plie sans renier ce qui fait son art à lui, c'est-à-dire cette présence du monde. Alors que Van Gogh est sur l'intériorité, sur l'expression, mais sur l'intériorité. Van Gogh le met devant des livres ouverts et il implique que c'est une lectrice, que c'est une dame assez digne. Et elle a une silhouette très intéressante, très caractéristique du costume arlésienne.
Gauguin le met dans cette situation de café qui est un peu plus douteuse et je ne sais pas si Madame Ginoux aurait aimé être représentée de cette façon, avec des gens un peu louches derrière elle. C'est pas tout à fait flatteur. Et il n'aime pas du tout ce tableau. Il l'écrit à Émile Bernard, il est mécontent de lui-même. J'ai fait aussi un café que Vincent aime beaucoup et que j'aime moins. Au fond, ce n'est pas mon affaire. Et la couleur locale canaille ne me va pas. Même s'il vient en espérant être un maître, il a beaucoup appris auprès de Van Gogh. Et quand on voit le portrait de Madame Ginoux, on ne peut pas ne pas penser à ce qu'il va réaliser ensuite avec les Vainés à Tahiti et cette façon de travailler avec les Vainés, où il gardera son identité de Gauguin avec cette façon de présenter une réalité perceptive assez plate, mais en même temps, il s'est enrichi d'une certaine intériorité qu'on va retrouver ensuite dans ces toiles tahitiennes. Après avoir fait ce tableau de café avec Madame Ginoux qui ne lui plaisait pas du tout, Gauguin, selon son habitude, quand ça n'allait pas, donnait des grands coups de pied dans la fourmilière. C'est ce que dit de lui Vincent. C'est que quand il en a marre, il fait tout sauter, il fait tout craquer. Cela fait à peine plus de 2 semaines qu'il est arrivé à Arles et Gauguin, étouffé par l'emprise de Vincent, décide de se rebeller. Gauguin va faire comprendre rapidement à Van Gogh que sa dimension mystique, expressionniste, n'est pas son affaire. Et que lui est dans une recherche de la composition, de la forme et de la couleur, certes, de la couleur comme Van Gogh, mais propose autre chose. Ils avaient vu l'un et l'autre un effet de vigne rouge tout au début quand Gauguin était arrivé. Et ils ont fait chacun un tableau pour représenter cette vigne rouge. Vincent a fait un tableau assez réaliste où on voit les vendangeurs en train de cueillir les raisins sous un soleil brûlant. Et Gauguin va faire un tableau tout à fait extraordinaire et complètement imaginaire. Il écrit à Émile Bernard « Tant pis pour l'exactitude ». Et ça dit tout. Et il ajoute « C'est mon meilleur tableau de l'année ». Or, c'est un tableau qui fracasse tout. Il n'y a plus de réalisme, ce sont des Bretonnes qui vendangent à Arles, il y a une momie péruvienne qui est là à se plaindre de sa condition. C'est vraiment une ouverture très forte, très réussie sur l'art d'imagination. Van Gogh est conscient qu'il n'aurait jamais pu faire une toile comme ça. D'ailleurs, pour lui, les compositions où il y a plusieurs figures en combinaison, il reconnaît que c'est le fort de Gauguin et c'est quelque chose qui lui fait défaut. Lorsque Vincent voit Misère humaine, il comprend que c'est une date dans l'histoire de l'art, que ce tableau ouvrait une voie toute nouvelle. Gauguin écrira plus tard « J'ai donné le droit aux artistes de tout oser ». Et ça, Van Gogh l'a compris. Et il se dit « Si c'est la voie nouvelle, je vais y aller moi aussi ». Gauguin, ragaillardi, exhorte alors Vincent à se lancer dans une toile de tête, c'est son expression.
Autrement dit, à peindre en atelier une œuvre uniquement tirée de ses souvenirs et de son imagination. Il va faire un tableau qui s'appelle « Souvenir du jardin d'Éthène » où il peint sa mère et une femme qui ressemble beaucoup à Kate Voss Stricker, qui avait été une femme dont il a été amoureux fou en 1882, 6 ans auparavant, et qui l'avait repoussé. Et ce tableau grince, il est dans des accords stridents, il ne correspond pas du tout à ce que fait d'habitude Vincent, et d'ailleurs Vincent le considère comme raté. Mais ce tableau déclenche et détruit quelque chose en lui. Il dit à Théo, il lui écrit « Je t'ai envoyé des toiles, ce sont des croûtes ». Des croûtes, quand on pense au tableau dont il s'agit, et que ne te gêne pas pour jeter tout ce qui ne te plaît pas. Il est persuadé que sa peinture ne vaut plus rien, que son projet pictural était faux. On sent qu'il n'était pas à l'aise avec cette constriction de ne pas regarder la nature, mais de travailler de tête, comme faisait facilement Gauguin. Vincent ne pouvait pas aller vers le rêve et l'imaginaire parce que ça le faisait trop gamberger, comme on dirait familièrement aujourd'hui. Et il le dit d'ailleurs dans ses lettres que ce n'était pas pour lui la voie à suivre. Dans tous les cas, chercher à rester vrai est peut-être un remède pour combattre la maladie qui continue à m'inquiéter toujours. Ils jouent leur vie dans la peinture. Et donc, le conflit est à mort. Et en amenant Vincent à penser que ces 10 années précédentes de recherche ne valaient plus rien, Gauguin tue Vincent sans l'avoir voulu, sans avoir imaginé que ça donnera une telle conséquence. Je ne pense pas que Gauguin ait eu une volonté, une détermination à être violent vis-à-vis de Van Gogh. Il a dû être extrêmement mis en danger par la tension dans laquelle était Van Gogh de plus en plus. La discussion est d'une électricité excessive. Nous en sortons parfois la tête fatiguée, comme une batterie électrique après la décharge. Paul Gauguin, assuré d'être le grand vainqueur de leur joute picturale, peint selon sa nature, la femme au cochon. Puis il exécute un portrait, Vincent peignant des tournesols. Il ignore encore qu'il vient de lui porter le coup de grâce. On sait que Van Gogh a réagi un peu négativement. C'est selon Gauguin lui-même qui rapporte que Van Gogh a dit oui, c'est bien moi, mais c'est moi devenu fou. C'est-à-dire que Gauguin a montré Vincent détruit, en fait. Et il est comme un maniaque qui n'est plus capable que de peindre ça, et plus rien d'autre. Il n'y a pas d'ouverture dans le tableau. Ces deux obliques qui descendent précipitent le regard vers le bas, et c'est le naufrage, quoi. Le soir même, dit Gauguin, Vincent lui aurait envoyé brusquement au café son verre d'absinthe à la figure. Dorénavant, rien ne va plus entre les deux amis. La tension, à son comble, est insupportable à Gauguin. Vincent et moi ne pouvons absolument vivre côte à côte sans trouble
par suite d'incompatibilité d'humeur, et lui comme moi avons besoin de tranquillité pour notre travail. C'est un homme remarquable d'intelligence, que j'estime beaucoup et que je quitte à regret. Mais je vous le répète, c'est nécessaire. Il est déjà dans la fuite. Il a déjà depuis un certain temps l'intention de repartir. Il l'a écrit et Van Gogh le sait bien. Van Gogh pressent est déjà dans l'échec de cette rencontre. Il va comprendre à partir d'un certain moment que tout cet argent qu'il a fait claquer, on peut dire, à son frère, n'a servi à rien. Parce que le projet de l'atelier du Midi allait sombrer complètement et lui se retrouver tout seul, plus seul que jamais, à Arles. Le drame éclate dans la nuit du 23 décembre. Après une ultime querelle, Gauguin quitte Van Gogh et il part dormir à l'hôtel. En état de démence, Vincent se tranche le lobe de l'oreille. Il l'apporte en offrande à une prostituée avant d'aller se coucher. De retour à la Maison Jaune le lendemain matin, Gauguin est accueilli par un attroupement de voisins encadrés par des policiers. Il se précipite dans la chambre de Vincent et le découvre inanimé, gisant sur son lit, dans un tas de draps ensanglantés. Sans même attendre son réveil, il télégraphie à Théo de venir au plus vite. Celui-ci fait hospitaliser son frère dans la foulée. Puis, au lendemain de Noël, Théo rentre à Paris, accompagné de Paul Gauguin, qui dès lors ne verra plus jamais son ami. Vincent vient d'entamer l'infernale spirale des internements psychiatriques et son atelier du Midi a définitivement sombré. Comment on est passé d'une violence dans la peinture à la violence physique? Moi, je parlerais plutôt d'une détresse. Et quand Van Gogh se tranche l'oreille, il témoigne simplement de ce qu'il doit perdre. Et il perd quelque chose de sa chair, parce qu'il perd quelque chose d'un espoir de combler une faille en lui, de combler une faille psychique, bien sûr, mais corporelle aussi, puisque l'expression par la peinture pour Van Gogh, c'est son corps entier à travers la peinture. Vincent ne cessera plus de combattre ses démons. Mais sa relation avec Gauguin sera désormais apaisée. Même s'ils ne se recroiseront plus jamais, ils vont continuer à s'écrire, à échanger sur la peinture. C'est ainsi que Vincent encourage Gauguin à partir pour les îles, afin de fonder l'atelier des tropiques dont ils ont rêvé ensemble. De son côté, Gauguin suit avec attention les travaux de Vincent. Il voit ses toiles chez Théo, mais aussi à l'exposition des Indépendants de 1890. Dans une lettre, il le complimente, lui déclare sincèrement toute son admiration. En mai 90, à la sortie d'un énième internement psychiatrique, Van Gogh est chassé d'Arles par les habitants qui le jugent effrayant. Son frère Théo le confie alors à un médecin d'Auvers-sur-Oise. Mais 2 mois plus tard, il met fin à ses jours d'un coup de pistolet. Gauguin adresse ses protocolaires condoléances à Théo et il se confie au peintre Émile Bernard. Si attristante que soit cette mort, elle me désole peu,
car je la prévoyais et que je connaissais les souffrances de ce pauvre garçon en lutte avec sa folie. Mourir dans ce moment, c'est un grand bonheur pour lui. C'est la fin, justement, des souffrances. On aurait aimé mieux comme oraison funèbre. Mais il dit, nous devions beaucoup à l'influence de Vincent sur Théo. Donc quand Gauguin perd d'abord Vincent, qui avait de l'influence sur Théo, et ensuite Théo lui-même, il se retrouve sans rien à nouveau. Car Théo ne survivra que quelques semaines à Vincent. Atteint de syphilis, il meurt de démence dans une maison de santé 6 mois seulement après le suicide de son frère. Avec la mort de Vincent, Gauguin a perdu un camarade de création. Avec celle de Théo, il perd cette fois son marchand. Et il doit renouer avec le temps des vaches maigres. Comme son ami Van Gogh, Gauguin ne connaîtra jamais la gloire de son vivant. Ruiné, il choisit de fuir la civilisation occidentale et part alors se réfugier sous les tropiques. En 1901, 13 ans après l'épique épisode arlésien, il peint aux îles Marquises une toile qu'il intitule « Nature morte avec des tournesols sur un fauteuil ». Paul Gauguin a compris que Vincent était un grand peintre. Il a mis du temps, mais il a compris. Et dans une lettre de Tahiti, il qualifie Vincent van Gogh de maître. Il lui a fallu le temps, mais il a lâché le mot enfin. Et pour preuve, il a fait venir des graines de tournesol qu'il ne trouvait pas à Tahiti, et pour cause, et il les a plantées autour de sa maison. Et quand ces tournesols se sont ouverts, il a fait une nature morte de tournesol avec un fauteuil et un fond bleu. Et ce tableau est un hommage indiscutable. Qu'est-ce qui s'est joué dans ces 2 mois à Arles? Pas du tout la même chose pour Van Gogh et pour Gauguin. Pour Van Gogh, c'est vraiment un moment fondamental pour lui, de découverte de cette lumière, du soleil, et puis cette profonde mélancolie qui est inscrite en lui, qui l'amène à sa folie. Donc pour lui, c'est vraiment Arles, c'est les 2 extrêmes, et 2 extrêmes qui nous apportent cette dimension géniale. Pour Gauguin, Arles est probablement un moment charnière qui va l'enrichir d'une certaine intériorité qui était la voix unique de Van Gogh et qui devient un des aspects de la peinture de Gauguin. Pour Gauguin, cette période a été très importante. Il dit, sans que le public s'en doute, 2 hommes ont fait là une œuvre colossale qui a été utile pour tous 2 et pour d'autres. Si je devais qualifier ces 2 mois, je dirais riches par les œuvres produites, exceptionnelles, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Des toiles somptueuses. Et puis, tragiques, parce qu'il y a eu affrontement et le plus faible a cédé. Et le plus faible était malheureusement Vincent van Gogh, qui était trop faiblement raciné dans la vie et qui n'avait pour toute puissance que sa peinture, alors que Gauguin, c'était à la fois un moteur
une faiblesse et une force extraordinaire. Et donc, le pot de fer, c'était bien lui, et l'autre était le pot de terre. Et dans le choc, le pot de terre, comme dit La Fontaine, ils n'ont pas fait 100 pas que l'un a volé en éclats. Voilà. C'est un long calvaire à parcourir que la vie d'artiste. Et c'est peut-être ce qui nous fait vivre. La passion vivifie, et nous mourrons lorsqu'elle n'a plus d'aliments. Lettre de Gauguin à Vincent van Gogh.